Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la renaissance des lettres, qui à l'avènement du roi François Ier, malgré l'opposition de la faculté de théologie, les érudits remettent à l'honneur les langues et les littératures anciennes. L'imprimerie, introduite en France depuis 40 ans, révolutionne la diffusion du savoir. Vous voulez en savoir plus sur François Ier, le roi du renouveau? Venez avec moi. On peut placer l'imprimerie au premier rang des inventions qui bouleversent le paysage culturel et philosophique de la Renaissance. Avant son invention en 1450, l'Église détenait le monopole du savoir. Les moines copistes et les clercs lettrés, seuls habilités à l'écriture et à la retranscription des manuscrits, avaient également la mainmise sur l'éducation. Au sein de l'université de Paris, qui regroupait plusieurs facultés, la théologie était considérée comme la reine des sciences. Elle était établie dans le collège de Robert de Sorbon, qui avait fondé en 1253 ce qui allait devenir la Sorbonne. C'est en ces murs que la bibliothèque du roi Louis XI, Guillaume Fichet et le prieur du collège installent en 1469 la première imprimerie de France. La Sorbonne prend une part active dans les débats religieux et philosophiques qui agitent la Renaissance, car l'apparition du livre imprimé ouvrant la porte à la diffusion d'un nouveau courant d'idées remet en question le carcan théologique et le conformisme de l'université. Désireux de concilier l'héritage littéraire et moral de l'Antiquité avec le christianisme, l'humanisme, né en Italie avant de gagner l'Europe du Nord, prônant un retour aux sources originales du texte ancien. Une position qui faisait grincer des dents la Sorbonne, pour laquelle entendre le grec ou l'hébreu signalait un hérétique en puissance. Le latin avait alors la primeur et la vision de l'Antiquité était partielle, assujettie à des considérations religieuses. Les humanistes, qui aspirent également à reformer l'enseignement, se heurtaient à l'ire de la Sorbonne, jalouse de surcroît de se voir souffler ses prérogatives. En effet, l'érudition n'était plus réservée aux clercs et aux religieux. Elle s'illustrait aussi parmi les nouveaux messieurs, une bourgeoisie d'affaires et de robes qui peuplait les conseils et les officiers royaux. Guillaume Budet, fils de fonctionnaire royal et lui-même notaire, en fut le parfait exemple. Les querelles religieuses lors du règne de François Ier donnent lieu à l'ancêtre du dépôt légal. Quel meilleur moyen afin de surveiller la production littéraire de son temps que d'interdire aux éditeurs et aux libraires, à partir du 28 décembre 1537, de mettre en vente ouvrages en latin, grec ou autre langue ancienne ou moderne avant d'avoir adressé un exemplaire à Meulin de Saint-Gelais, garde de la librairie de Blois. Cette mesure, qui s'adressait également aux ouvrages destinés à l'étranger, s'inscrivait dans les limitations imposées aux imprimeurs à la suite de l'affaire des placards en 1534. Les combats, ainsi que François Ier l'avait cruellement expérimenté à Pavie, ne conduisaient pas toujours à la gloire. Les lettres et les arts y menaient plus sûrement, et le roi comprit parfaitement le parti qu'il pouvait en tirer afin de soigner son image royale. Il n'était pas pour autant fin lettré, ainsi que l'avoua Guillaume Budet à son correspondant, l'humaniste hollandais Erasme de Rotterdam. François Ier tentait désespérément d'attirer en France. Mais il aimait la beauté et avait l'esprit et du tact, toujours selon le même Guillaume Budet. Ce dernier aura cependant bien du mal à obliger le roi à tenir sa promesse de fonder une institution pédagogique enseignant le latin, le grec et l'hébreu selon le modèle de celle établie à Louvain depuis 1515. Et ce malgré le soutien de Marguerite de Navarre, sœur du roi. Il faudra attendre les années 1520 et surtout le retour d'exil du roi pour voir se concrétiser le projet. D'abord timidement, en 1530, 5 lecteurs royaux chargés d'enseigner gratuitement à tous le grec et l'hébreu entrent en fonction hors du cursus officiel. À la mort de François Ier en 1547, ils seront au nombre de 12, enseignant également le latin, les mathématiques, l'arabe et la médecine. De quoi irriter profondément la Sorbonne, à qui la tutelle de collège royal échappait dans son contenu comme dans sa forme. Le futur collège de France, sans domicile fixe, devra patienter jusqu'au XVIIIe siècle pour se voir attribuer des bâtiments. Si François Ier peut se vanter du titre de père des lettres, il le doit principalement à son mécénat actif et à sa volonté de diffuser les nouvelles acquisitions du savoir. Ce qui se traduit par l'usage de la langue vernaculaire, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. François Ier proscrit de fait la rédaction des actes juridiques en latin,
jetant ainsi les bases d'une unité linguistique et d'une revendication littéraire de la langue française. Un copiste grec de Venise, Nicandre de Corcyre, rapporte en 1536 son émerveillement devant la bibliothèque de François Ier, très importante pour notre temps, rassemblant les manuscrits des œuvres les plus diverses en grec et en latin, mais aussi de nombreux livres en hébreu, sans parler des livres arabes, les faisant transcrire. Cette librairie royale, selon le terme usité à cette époque, correspondait à la fusion des bibliothèques héritées de sa famille Angoulême, grande lettrée, et celle de ses prédécesseurs sur le trône de France. Si Sablois ou Guillaume Budet fut nommé maître de librairie en 1522, elle déménage à Fontainebleau en 1544. Elle forme la matrice initiale des collections de la Bibliothèque royale, devenue Bibliothèque nationale à la Révolution. Le roi appréciait les traductions françaises d'amateurs antiques, ainsi que les ouvrages techniques et pratiques parfois richement illustrés. Ces achats personnels témoignent d'une volonté de se créer une bibliothèque humaniste et moderne, en favorisant l'acquisition de livres imprimés. Mais alors, qui était Guillaume Budet? S'il ne s'est vraiment intéressé aux études qu'à partir de l'âge de 24 ans, cet autodidacte a fini par acquérir un savoir immense dans toutes les sciences. Connu comme le premier helléniste d'Europe, il a occupé plusieurs fonctions auprès de François Ier. Né sous le règne de Louis XI en 1467, Guillaume Budet est le 5e garçon d'une fratrie de 7 fils et 7 filles. Son père, Jean Budet, seigneur d'Hyères, fonctionnaire royal et bibliophile, lui donne une instruction soignée et l'envoie à Orléans poursuivre son droit. Le jeune Parisien, peu assidu aux études, en revint 3 ans plus tard, vers 1486, bien décidé à s'adonner à une vie de plaisir. Pourtant, à 24 ans, le jeune Guillaume délaisse brusquement les passe-temps frivoles. Il se lance à corps perdu dans les études, se plongeant dans Cicéron, décidant de refaire son droit et surtout se prenant de passion pour le grec ancien. Profitant de l'enseignement de Jean Lascaris, il symbolise une nouvelle génération d'érudits autodidactes et laïcs. Devenu le premier helléniste d'Europe, le philologue débute dans la carrière des lettres en 1502 par des traductions latines suivies par des traités de Plutarque. À la même époque, il épouse la très jeune Roberte Lallieur, une femme instruite et intelligente. Remarqué par François Ier, Guillaume Budet occupe diverses fonctions, dont celle de secrétaire du roi et maître des requêtes. Il lui inspire la création de la Bibliothèque nationale et du Collège de France. Choqué par l'affaire des placards en 1534, qui a entraîné l'exil de nombreux protestants, le brillant helléniste s'éloigne progressivement des sphères du pouvoir. Il meurt à 72 ans en 1540. S'il meurt catholique, sa femme Roberte, elle, s'est convertie. En relation épistolaire avec Jean Calvin, elle finit en 1549 par suivre le conseil du réformateur et émigrer avec ses enfants à Genève. La réputation de travailleur infatigable de Guillaume Budet donne lieu à une anecdote. Un domestique qui venait l'avertir que le feu était à sa maison. L'helléniste, penché sur ses livres, aurait répondu « Avertissez ma femme, vous savez bien que je ne me mêle pas du ménage ». Comme on l'a vu, l'imprimerie, les bibliothèques, celles du roi en tête, deviennent un nouveau signe extérieur de richesse et de culture. Une nouvelle génération d'érudits, de poètes et d'écrivains voit le jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.